forever. NBA now and forever. Et allons sur notre petit débat de la semaine, du coup sur ces finales de conférence qui commençaient d'une manière très rapide quand même pour OKC et pour les Pacers. Rapidement, les deux équipes ont mené 2-0. Et là, chacune le Game 3, chacune de ces équipes ont perdu le Game 3 dans des circonstances assez différentes. Les Pacers ont fait une Celtics un peu. Tu mènes de 20 points à la mi-temps, tu te fais remonter. Et OKC, eux, ils sont juste fait détruire, 40 points d'écart, c'est bon, on n'en parle plus. Ouais, je rigole, mais c'est... Continue, excuse-moi. Non, voilà, tu vois. Au final, après, on a quand même deux séries dans une physionomie très différente. Parce que les Pacers-Knicks, du coup, c'est 6 points d'écart maximum à chaque fois sur les 3 matchs. Du coup, c'était jamais arrivé dans l'histoire de la NBA que les 3 premiers matchs des finales de conf se terminent par aussi peu de points d'écart. Et de l'autre côté, les Wolves, beaucoup de mal à rentrer dans cette série, alors qu'OKC, eux, ils sont rentrés les 2 pieds dedans dès le début. Ouais, c'est surtout les deuxièmes mi-temps des 2 premiers matchs où les Wolves n'y arrivent pas. Parce que, en général, la première mi-temps, des fois, ils sont même devant, ou ils sont même devant, ou au premier quart-temps, ils sont bien dans le match, et c'est surtout les deuxièmes mi-temps, ils arrivent pas à marquer. Ah, ils s'essoufflent. Ah, c'est dur, hein, ils arrivent pas du tout à marquer. C'est aussi crédit à la défense du Thunder, mais c'est dur, hein, pour Minnesota de scorer. Bon, c'est amélioré au Game 2, mais c'est Game 1, c'était compliqué, hein, de scorer en deuxième mi-temps. Pour illustrer un peu le Game 1, il y a 48-44 en faveur des Wolves à la mi-temps. C'est ça. Et la deuxième mi-temps, ils se prennent un 70-40. Ouais, c'est dur, c'est trop dur. C'est une vitesse effroyable qu'ont subi les Wolves en deuxième mi-temps, avec un homme automatiquement qu'on va devoir cibler, c'est Julius Randle, qui, depuis le début de ses playoffs, est clairement l'équilibre, on va dire c'est le penchant majeur de cette équipe des Wolves, parce que Anthony Edwards reste bien entendu le leadership, c'est vrai, mais pour faire le lien avec les autres role-players de l'équipe, c'est Julius Randle qui est clairement important là-dessus. Et quand lui ne performe pas, ça devient très, très, très difficile. En plus, ici, ils ont mis un système défensif qui est vraiment intéressant, dans la mesure où Edwards, il va se situer en 1 contre 1. Dessus, derrière, il y a une couverture qui arrive derrière sur Edwards. Ils font une espèce d'1 contre 1, donc un marquage individuel. Et ensuite, derrière, ils font de la zone sur les autres joueurs des Wolves. Donc, vous imaginez bien que Rudy Gobert ne sert absolument à rien. Et je tiens à le redire quand il est présent sur le terrain à l'échelle offensive. Donc, il y a une vraie souffrance quand il s'agit de le trouver. Et dès qu'il le trouve, mon Dieu, Rudy, quoi. Non, mais moi je suis insupportable. Désolé, mais moi, je suis toujours choqué de voir qu'un mec qui a 25 ans de basket a du mal à faire certains mouvements. Je peux comprendre que quelqu'un qui fait 2m16, peut-être que mécaniquement, c'est compliqué. Mais des fois, il y a des trucs c'est quand même plutôt basique. Et il a vraiment du mal à les faire. Je sais pas, il se passe quoi? Non, c'est très dur pour Mister Rudy Gobert. Il va pas nous faire sa super Lakers du Game 5, 24 points, 27 rebonds tout le temps, et on le sait bien. Surtout que il y a personne dans la raquette. Heureusement, il le fait. Ouais, voilà, il y a absolument personne. Là, il y a une véritable opposition avec Hartenstein et Chet Holmgren, mais les Wolves, là où ils ont resserré sur le Game 3, c'est clairement au niveau de Jaden McDaniels et Nickel Alexander, donc le cousin du MVP en titre, où défensivement, Shai, physiquement, il a pris un vrai coup. Et on ne s'attendait pas à ce que OKC puisse relâcher mentalement sur le Game 3 jusqu'à être mené plus 20, plus 25, comme ça, et même après plus 30. Hein.
Plus C'était pas 30 à la prévu que ça mi-temps. se passe comme ça. Donc, sur ce Game 4, ça va être très intéressant d'observer comment OKC va pouvoir réagir face à cette circonstance imprévue, parce que mon perdre face aux Wolves, bon, on va dire, ok, mais perdre tout ça de la Gers là, non, il est temps qu'OKC remonte le niveau psychologique, parce que les Wolves vont revenir avec la même énergie de la victoire qu'ils ont au Game 3, et la personne à qui on pense bien entendu, c'est Anthony Edwards. Edwards a fait un match 3 exceptionnel. Il a fait un premier carton, je crois, à plus de 15 ou 13 points. Ce mec est très fort. Ce mec est vraiment, vraiment très fort. Sur la première mi-temps, désolé Rafik, sur la première mi-temps, Edwards, c'est 20 points, 8 rebonds, il y a 3 passes, 8 sur 11 au tir. Voilà. Absolument rien à dire. Il est parti. Il est parti pour d'ici peu devenir pour devenir le meilleur joueur déjà de la franchise des Wolves, qui a été une franchise assez malheureuse au niveau des performances en playoff. Est-ce qu'on peut dire qu'il est déjà? Non, parce que non, parce que il y a le passif de Kevin Garnett qui est là avec les différentes performances qu'il a eues, donc automatiquement tu prends ça en considération. Mais là, les Wolves aussi sont mieux construits qu'à l'époque de Garnett aussi, tu vois. Donc ça aussi, c'est aussi un élément. Quand tu regardes les effectifs, tu vois que c'est clairement différent. C'est pas dur. C'est pas dur d'être construit. Ouais, parce que franchement, j'ai regardé. En vrai, les Wolves, c'est chaud. Les Wolves de Garnett, en vrai, ce qui casse un peu la dynamique, c'est Marbury qui fait absolument qui skise, tu vois. Enfin, absolument. Je me permets, mais le mec, ça se passait bien. Je veux être le numéro 1. Non, mais bien sûr, alors que il sortait d'une finale NBA, d'une finale de conférence contre les Spurs. Pourquoi tu fais le mec, en fait? Non, je comprends pas. C'est vraiment dommage de se barrer comme ça. Mais bon, on va pas revenir. En tout cas, les Wolves, ils écrivent leur histoire. Ils écrivent leur histoire. Et en plus, et là, Edwards a le champ libre, pas pour être que leader des Wolves, mais même de la ligue. Surtout que là, on a affaire à la confrontation des confrontations sur la future génération. Shai contre Ant-Man. C'est parfait pour le scénario de la NBA. Donc, cette nuit, si moi j'ai un pronostic à dire, 3-1. Ouais, OKC va gagner ce soir. OKC va gagner pour moi. Mais il y a un truc par contre que j'ai trouvé un peu intéressant sur le Game 3, que j'ai pas pu regarder en entier, mais j'ai vu un truc quand même qui est assez intéressant. C'était la défense de Rudy Gobert sur les lignes extérieures. Parce que sur la première mi-temps, il réussit à voler, il vole 2 ballons, je crois, dont un dans les mains de Shai, où justement ça switch sur Gobert après un écran. Et pour une fois, parce qu'on a l'habitude que quand ça switch sur Gobert à l'extérieur, il se fait bolos derrière, alors que là, il a pas été dégueu cette fois. J'ai vu quelques extraits, il a pas été à la ramasse, quoi. Bon, il serait peut-être temps aussi qu'il justifie son statut de l'un des meilleurs défenseurs de la ligue aussi, hein. Mais bon, je rigole. Je pense que tu vois ce que tu dis, Quentin. En effet, clairement, c'est bien ce qu'il a fait sur le Game 3 défensivement, Gobert. Mais en fait, je pense que c'est surtout. En fait, pour moi, c'est plus collectivement, en fait, tu sens que Minnesota est rentré dans ce match de manière très agressive. Ouais, et du coup, collectivement, tu as tous les joueurs qui sont capables de guard n'importe qui, n'importe où, etc. Tu vois, c'est un peu, pour moi, c'est plus OKC qui est sous l'eau. Et du coup, quand une équipe est sous l'eau, tu vas avoir un Gobert bien défendre sur Shai, alors que c'est pas parce qu'il est capable aujourd'hui de défendre sous Shai à l'extérieur, c'est juste qu'en fait, c'est un contexte un contexte où tu as OKC qui est sous l'eau, des joueurs qui sont désarmés et, dans ce premier quart-temps, et du coup t'as Gobert en confiance qui peut défendre sur Game 4, il va se faire bosser Gobert. mais c'est bien que tu parles de ça, c'est-à-dire que tout dépend d'Anthony Edwards au niveau de la tenue mentale de Minnesota. Le Game 3, il est rentré avec une force. Il voulait vraiment faire la différence des deux côtés du terrain. Edwards voulait vraiment faire la différence. Dans sa tête, il est hors de question qu'OKC nous batte. Et ça, c'est très important de conserver cette mentale dans la durée, en play-off, où Minnesota a pris au sérieux chacune des possessions. Et Dieu sait que durant ces playoffs, bon nombre d'équipes ne prennent pas toutes les possessions au sérieux. Voilà. Franchement, Anthony Edwards, moi,
En fait, moi, il m'impressionne comment il est le leader de cette équipe à 23 ans. Ouais. Genre, vraiment, c'est le leader incontesté Ah ouais. et incontestable de cette équipe. Et même quand il y avait 4, il parlait à 4 comme si c'était son petit, tu vois. Genre, Ça, et quand je dis pas de manière péjorative, hein. Genre, vraiment, c'est son lieutenant, tu vois. Il parlait de c'est son lieutenant. Et il n'y a rien de péjoratif dans ça. Et franchement, je le trouve vraiment très mature pour un joueur de 23 ans. C'est incroyable. Et clairement, tu vois, j'aurais jamais pensé qu'il devienne ce joueur-là à 23 ans après ce qu'on a compris du joueur qu'il était avant de rentrer dans la ligue avec ouais. ses déclins un peu. Voilà quoi. En fait, en gros, peut-être au final, je pense qu'on les a plus mal interprétés ces déclins. En fait, c'est plus quelqu'un qui est peut-être un peu trop honnête dans sa façon de parler, mais au final, c'est clairement c'est le leader de cette équipe et à 23 ans, je trouve. Bon après, et ce qui se passe extra sportivement, je ne prends pas en compte ce qui se passe extra Ouais. sportivement. C'est pas le sujet. Clairement. Et encore ça, lui, tu vois, ça reste dans le légal. Pas comme certains. Tu vois... tu vois qui ce soir d'ailleurs? Rafik ou moi? Mais vous deux. Un ou deux. Non, moi j'ai dit, je vois Casey. Ouais, c'est vrai. Ah. Moi j'ai envie que ça dure. J'ai envie que ça dure et j'aimerais bien voir ces Wolves en finale. Les Bulls en finale NBA? Ah, ce serait beau. Je vais dire 2-2. Ouais, en tout cas dans l'histoire, ce serait vraiment pas mal. Hein. En fait, Non, dans les deux choix. Pourquoi? Je suis désolé, j'aime bien Anthony Edwards, mais genre, bluff, moi je suis là, genre 3h du matin, je mets ma télé, genre il y a Rudy Gobert, je vois NBA Finals et je vois Rudy Gobert, etc. Non, c'est pas possible, les gars. Ouais. Après, genre, Ouais. en plus, genre, je vais regarder le match à 3h alors que je taffe à 9h30, donc je vais pas beaucoup dormir. Et après, je vais aller au taf. Rudy Gobert, il a gagné un match de finale NBA, etc. Non, c'est trop dur, c'est trop dur. Je vais insulter quelqu'un au travail, c'est pas possible. Non, je te comprends. Je te comprends. Mais en vrai, OKC, il est temps de montrer encore une fois une nouvelle échéance en playoff, de montrer leur supériorité qu'ils ont eue sur toute la saison. J'estime que c'est peut-être la meilleure équipe collective des 4 que nous avons en finale de conférence sur toute la ligue. À eux maintenant de le démontrer ce soir. Et je pense qu'ils pourraient clairement serrer ce Game 4. En tout cas, c'est ma position. Ça va sûrement passer par une perf de Shai parce que au final, tu regardes sur les finales de conf pour l'instant, il a pas. Il y a le game 2 où il est très très bon. Mais 38 points, je crois. Mais tu regardes ces 2 autres matchs, au final, il a été cadenassé quand même. Tu regardes les pourcentages, il est à 30% à peu près sur le game 1 et le game 3. On va voir, hein, on va voir si c'est quelqu'un. Hein. Ouais, mais c'est dans ces matchs-là où tu écris clairement ta page, où tu écris ton histoire, donc ça devient logique que... Oui, déjà c'est déjà quelqu'un, mais maintenant en playoff aussi, on sait très bien qu'il y a une démarcation majeure avec la saison régulière, donc c'est le moment de marquer son territoire là-dessus, en plus face à son adversaire générationnel qui est Anthony Edwards. Donc, mais il a clairement les moyens pour faire le nécessaire, sans compter que OKC est mieux armé au niveau du banc, avec Isaiah Joe, les Wallace, qui doivent aussi, selon moi, faire preuve d'un peu plus d'adresse, sans compter que Caruso et c'est la perte de Sam Presti d'avoir recruté un joueur pareil. Comment la Ligue a pu laisser... Mais déjà, comment les Lakers... Vas-y frère, j'ai pas envie d'en parler. Ah mais tu comprends, fallait payer... Je sais même plus, ils ont payé qui à la place de Caruso, les Lakers. Vas-y, on s'en bat les reins, frère. C'est pas Horton Tucker? Oh là 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 je là. crois, ouais. Je crois. Oh là là, 0. Allez, on va... On va à l'Est, ouais. On va aller parler des Pacers de Damas. Mais oui, les miens. Ouais, non, clairement. Un joueur qui était tranquille sur le terrain et qui s'est fait manger du regard par Rihanna. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial. Alors que c'est un mec simple, un bandeau claqué avec une coupe claquée. Si elle l'a dévoré du regard, c'est qu'il y a quelque chose. Des individus comme ça, tu n'en sors jamais indifférent.
Clairement, il y avait quelque chose. Non, Caruso, clairement, c'est un joueur, un joueur très intelligent sur le terrain. En parlant d'intelligence, j'aurais aimé que les Pacers en fassent preuve hier sur le Game 3. D'abord, Rafik, puisque toi, on t'a pas entendu sur la série, sur les finales pour l'instant. En tout cas, à l'Est. À l'Est, là, l'Ouest, ça y est, on est OK sur l'Ouest. Ouais. Okay. Ouais. Moi, je suis déçu. Enfin, je suis pas. Alors, je pensais que Indiana allait en prendre un à New York, mais je suis pas surpris qu'ils en prennent deux, parce que pour moi, clairement, Indiana est une meilleure équipe de basket, enfin, produit un meilleur jeu que New York. New York, quand même, c'est beaucoup basé sur une individualité Brunson, avec quelques éclats de 4. De 4, bien sûr. Et des bagarreurs, on va dire, à côté, qui peuvent sortir un très bon match offensivement. Je pense à Mikal Bridges, Anunoby, Josh Hart, ou même McBride sur le banc. Mais bon, clairement, c'est pas du tout le même niveau collectif que Indiana. Bon, clairement, le Game 1, Indiana nous a fait sa spéciale des playoffs. Et moi, en fait, je trouve, je trouve incroyable. En fait, moi, ce qui m'impressionne avec Indiana, c'est la caisse qu'ils ont. Ils ont un volume. Ils peuvent continuer à courir comme des gazelles à 46, à 47 minutes de jeu. Ils ont encore la lucidité, la capacité physique pour encore facilement mettre un 3 points à 2 mètres derrière la ligne. Ils sont capables de... En fait, j'ai l'impression que quand on rentre dans des moments cruciaux, ils ont tellement de caisses qui gardent une lucidité offensive qui leur permettent de scorer facilement dans les 2 dernières minutes. C'est pas que des shoots à 3 points qu'ils arrivent à planter dans les 2 dernières minutes, c'est aussi des bonnes passes. Je pense à la passe de Tyrese Haliburton pour Nembhard, qui même il dépose ça, tu vois. Josh Hart, après il fait son lay-up là. Ouais, la passe est bas, ouais. Qui ne suit pas, il est perdu, et après Brunson qui regarde Josh Hart en mode mais t'as foutu quoi. Mais non, c'est juste que ces mecs-là, ils sont encore à 47 minutes, ils sont encore chauds. Ouais. Et clairement, ils ont... Et le danger, en fait, ce que j'aime bien aussi avec Indiana, c'est que le danger peut venir de n'importe où. Tu peux avoir un Nesmith game, un Nembhard game, un Siakam game, un Miles Turner game. Peut-être un peu moins maintenant, et je pense plus maintenant, mais tu aurais pu avoir un TJ McConnell game. Tu peux avoir un Obi Toppin game. C'est le danger. Haliburton, je le cite pas parce que voilà, aussi on peut avoir un Haliburton game. Le danger, il peut venir de tellement de mecs, et une identité claire, l'identité des Pacers, mais vraiment, c'est un jeu basé sur la pace, Pacers, pace. En fait, ça ne pouvait que marcher, tu vois. Ça ne pouvait que marcher. Rick Carlisle fait un énorme boulot avec ses Pacers. Franchement, ils sont agréables à avoir joué. Et défensivement, cette équipe n'a fait que progresser. Il y a encore des phases où, défensivement, des fois, ils vont un peu trop encaisser, mais ça reste une équipe qui peut très bien défendre sur des séquences. Et franchement, franchement, je suis déçu qu'ils ne prennent pas ce Game 3, c'est tout. C'est même bien que tu fasses ce lien-là, parce que en termes de défense, et après, moi, je vais parler un petit peu des Knicks, parce que je suis par des Pacers, mais je vais quand même faire en sorte de bien équilibrer par rapport aux Knicks. Les Pacers, comme tu l'as bien dit, ont aussi leur niveau qualitatif en défense, notamment par rapport à la saison passée, où ils ont caissé beaucoup trop de points. Cette année, en tout cas, sur cette finale de conférence que nous voyons, par rapport au Game 1 que fait Jalen Brunson, tu vois qu'il y a une évolution défensive sur le positionnement des défenseurs face à Jalen Brunson. Ça s'est surtout vu sur le Game 3 d'hier, où il mordait beaucoup moins aux feintes qu'avait Jalen Brunson. Et ça s'est retrouvé au niveau des statistiques, où Jalen Brunson finit avec un 6 sur 18. Mais ce qui se passe, c'est que, certes, vous grandissez défensivement, vous avez du pace, vous avez du rythme. Les Pacers ont commencé, en tout cas par rapport au Game 3 d'hier, ont commencé à se regarder jouer. Ils ont commencé à apprécier à se regarder jouer sur le fait où tu avais énormément de positions ouvertes. On en parlait hier avec Mapenda pendant le match. Il ne shoot pas. Tu as 2 mètres de ton défenseur, tu veux chercher encore la passe, pourquoi faire?
Et c'est la raison pour laquelle hier, on voit les Pacers avec que 25 shoots à 3 points. Une équipe qui est généralement qui est à droite, hier ça n'a pas été le cas, mais bon, ça peut arriver pour tout le monde. Mais malgré ça, le fait que vous ne soyez pas à droite à 3 points, vous trouvez quand même le moyen à surpasser les Knicks au score de plus 20, plus 17, plus 16. Et vous ne scorez pas à 3 points. Ça prouve la marge que détient cette équipe et auquel elle doit faire attention. Et là, je vais quand même congratuler les Knicks par rapport à leur attitude. On en parlait avec Quentin avant enregistrement, les Knicks ont cette aptitude qui est très importante dans le monde des playoffs et dans le monde, je dirais même du très très haut niveau qu'on arrive au printemps, quelle que soit la discipline, c'est d'être déterminé de la 0 à la dernière minute. Et pour ça, les Knicks, il faut clairement leur applaudir. Parce que tu ne remontes pas 3 équipes de 20 points avec ces imbéciles de plantes vertes qu'on appelle les Celtics, et ensuite les Pacers qui tombent également dans la sauce. 20 points, 20 points, 20 points. Les Knicks s'en sortent avec le meilleur bilan de la ligue à l'extérieur en playoff avec les Pacers, il ne faut pas les oublier, avec ce qu'on a fait aux Cavs. Donc, avec tout ce package, ah oui, mais Quentin, tu le sais très bien, pendant un an, toi, tu vas prendre ta sauce. Avec tout ce package-là, les Knicks ont clairement les éléments pour pouvoir répondre présent, sans compter que coach Tibbs a essayé de faire des efforts. Bon, il a été contraint par les différentes fautes de Brunson et de Big Cat, qui a été un véritable imbécile au niveau des fautes, mais les joueurs du banc des Knicks ont montré qu'ils avaient faim. Landry Shamet, dans son attitude, hier soir, en tout cas, j'ai vu un mec qui voulait vraiment faire mal. À un moment, il récupère une faute offensive sur une faute débit d'Obitopine, qui a un avantage de taille pas possible, tu trouves même faire une faute offensive. Eh ben, Shamet, il se lève, il regarde son banc, bluff, on lâche pas les gars, il n'y a que moins 8, on peut encore revenir. Et ça a été le cas. Donc les Knicks, avec cette victoire surprise hier, malgré la très belle performance que Kat va développer Quentin, je pense, ils démontrent qu'ils ne sont pas morts et que pour les Pacers, va falloir hausser leur niveau de concentration de la 0e à la 48e si ils veulent s'en sortir. Donc les Knicks, bravo à eux. Je les aime pas, ils sont claqués, mes frères, bravo pour ça en tout cas. Ah, ils sont imbuvables à regarder jouer. À un moment, t'as Jalen Brunson, il a le ballon. Tous les mecs, Bluff, il le regarde sur le côté là-bas. Là, mais clairement, c'est un peu, des fois, c'est caricatural. C'est vraiment du Brunson ISO. C'est des ouf. C'est des ouf. Et quand Brunson, physiquement, il commence à subir, mais faites pas les mecs, on est passé à côté. Mais t'as vu ton basket, frère? Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de... Alors que tu peux faire des trucs, tu vois. Non. Bien sûr, il y a des joueurs intelligents dans l'équipe en plus. T'as Anunoby, c'est un joueur intelligent. T'as Josh Hart, c'est un joueur très intelligent. T'as des joueurs avec qui faire des trucs. Ah, bien sûr. Donc les réajustements sont là pour ça en playoff. De toute manière, tu es obligé de te réajuster par rapport à la prestation de ton équipe, qu'elle ait gagné ou qu'elle ait perdu. Moi, j'estime que les Knicks, ils ont gagné sur leur force. Et le petit plus, bien entendu, c'est leur banc qui a été extrêmement performant, auquel c'était pas attendu sur le peu de minutes qu'ils avaient joué. Les réajustements côté Pacers sont assez simples, j'estime en tout cas. Ils connaissent la raison pourquoi ils ont perdu. À eux de corriger le tir et de démontrer pour remporter ce Game 4 que je pense que les Pacers ont gagné. Et tu vois, je t'en voir un truc par rapport au nombre de 3 points pris. Les Pacers, de match en match, ça prend de moins en moins de 3 points. Premier match, c'était 37. Deuxième match, 32. Et là, du coup, on descend à 25. Alors que les Knicks, tu vois, ça reste à peu près au même niveau. Ouais. C'est toujours la trentaine. Hein. Les deux derniers matchs, ils en ont pris 32 game 3, 32 game 2, pardon. 34 au game 1. Donc, tu vois, ça reste constant. Alors que les Pacers, tu vois, ça a démarré d'assez haut, tu vois, quand même, presque 40 tirs à 3 points. Puis ça descend tout doucement. Donc, peut-être refaire confiance à ton shoot, je sais pas, hein, vu que... En soi, malgré le 5 sur 25 que tu as bien vu sur ce Game 3, qui est une véritable anomalie, c'est une réalité, mais en fait, dans ces 25 shoots, il y a beaucoup de shoots libres que les Pacers ratent. Ils ratent énormément, surtout en début de rencontre. Il y a au moins 3-4 shoots à 3 points qu'ils ratent. Turner, Nembhard, Nesmith, Haliburton. En plus, des vrais écarts en plus. Donc, c'était un jour sans au niveau du shoot et ça arrive. Maintenant, il faut quand même... Bah ouais, tu as pu... frère, à un moment, tu crois... ça rentre pas tout... C'est normal. Après, les Knicks, ils ont fait un ajustement avec Mitchell Robinson qui est rentré dans le 5 à la place de Josh Hart pour de la présence dans la peinture, dans le rebond. Parce que avant ce Game 3, il y a une statistique qui est très importante à cibler. Le 5 majeur des Knicks
étaient en retard de moins 42. C'est quoi ces chiffres, frère? En fait, c'est normal, t'es mené 0-2 en vrai. Comment tu peux... Attends, déjà t'as pas de banc. Le banc est faible. Et ton 5 majeur est à moins 42 en termes de plus-minus? Forcément. Non, moi, l'écart entre ces deux équipes est réel, mais les Pacers, faut qu'ils fassent attention. Ils peuvent subir une mauvaise surprise un petit peu les beaux gosses, ils se regardent en train de faire des passes. En fait, surtout Rafik, je sais pas si tu as vu la rencontre, à un moment, les Pacers, je vais terminer avec ça sur cette partie, ils se sont regardés jouer, et quand ils ont fait la série plus 20, plus 16, en fait, c'est comme si, bluff, ils s'auto-congratulaient de leur jeu à eux-mêmes, quoi. Ils étaient Oui, dans oui, l'impression... non, mais ils sont rentrés ils sont rentrés un peu dans une caricature. Exactement. On s'est vu, ils se sont vus trop beaux. Ils se sont vus trop beaux. Une passe encore, une passe encore, Et c'était les Knicks qui étaient vraiment dépassés en plus. Moi, je veux bien, et c'est là aussi que moi, clairement, Haliburton, énormément de compliments depuis le début de ces playoffs. Mais pour moi, Haliburton est aussi un responsable dans ce genre de moment parce que c'est un peu le mec, quand ça va bien, c'est un peu lui qui va un peu rendre tu vois, il va un peu transformer la dynamique en une dynamique un peu All-Star Game, un peu genre ouais, etc. Genre on est tu vois, il va un peu déconcentrer l'équipe, tu vois. C'est un peu sévère ce que je dis, mais pour moi, c'est parce que ça part de lui, c'est un peu lui c'est lui la pierre La angulaire tête, du c'est la système tête, bien sûr, Pacers. bien sûr. Et en fait, pour moi, c'est aussi, ça part de lui en fait. C'est un effondrement collectif, hein. Mais pour moi, si il est sérieux, Haliburton, Indiana est sérieux. Bah oui, et c'est très bien que tu dis ça parce que sur la fin du deuxième quart-temps et sur le troisième quart-temps, Indiana était certes devant, plus 15, plus 16, mais tu sentais que dans la gestion des possessions offensives qu'avaient les Pacers, ça manquait de régularité. Oui, Ça tombait un petit peu à une sorte de laxisme. On a manqué de sérieux en défense sur tous ces petits points-là. Et il y a eu la blessure de Nesmith aussi. Il a mal ouais. atterri au sol, il s'est tordu la cheville, tout ça. Et quand il sort, on était à plus 13. Et quand il est revenu, on était à moins 1. Ah, Ah bah oui, Et en plus, bon, ouais, non, quand Haliburton il commence à faire ses passes aveugles, ça y est, il est rentré en mode showman. ouais. Bah, après, il les réalise plutôt bien, hein, parce que Il les réalise bien, il les réalise bien. Mais il t'as perd compris, très peu de ballons en c'est plus. que on est rentré dans le mode showman, mais des fois, à la fin, il y aura victoire, mais des fois aussi, tu peux perdre. Tu peux perdre. Tu Donc, peux perdre. Mais moi, en tout cas, je pense que les Pacers vont le prendre, ce troisième game. Ça dépend de. Bah, je sais pas si Nesmith c'est grave la blessure ou non. non, ça l'est pas. Il est revenu sur la fin du match, il avait rejoué, Parce que, il était bien présent, mais parce que clairement, quand tu vas défendre Brunson, clairement, c'est bien d'avoir de l'alternance sur qui va défendre sur lui. Nembhard, Nesmith, c'est des joueurs qui peuvent très très bien alterner sur Brunson. mhm. Mais Et Brunson qui répond clairement présent. Hein, oui, clairement. En plus, franchement, comment c'est dur de défendre sur Brunson. c'est trop chaud. Nembhard est un bon défenseur, hein. Ouais, Mais ouais. franchement, Brunson, quand il te rentre dedans, ça doit être dur, hein. Ah, gros. Ça doit être super dur parce que le Il a mec, une adresse. en fait, pour moi, Brunson, c'est un peu c'est un peu comme Giannis, mais Ouais. au niveau des guards. En fait, c'est un mec, il va te rentrer dedans constamment. Et au bout d'un moment, quand on te rentre dedans, au bout de 30 minutes, t'en as marre. Tu dis, ça y est, c'est bon, moi je te laisse passer, ça y est, j'en ai marre. Et Non, ça rend c'est un ouf. peu la Hein. même chose avec Brunson, tu vois. Au bout d'un moment, tu dis, vas-y, c'est bon, j'en ai marre. Non, ça rend ouf. Et c'est pour ça que les Pacers, qui soient une équipe interchangeable, heureusement pour eux que ça le soit, tu vois. Ouais. Il y a juste un joueur qui n'a pas répondu présent par rapport au Game 2, c'est Pascal Siakam, qui certes s'en sort avec 17 points par rapport aux 39 du match dernier, et surtout qui sort avec un plus-minus de moins 20, de moins 21. C'est vilain. C'est vilain. Et ça... c'est un peu une bon, après, hein, Siakam, hein, clairement, c'est pas une superstar, hein. C'est sûr qu'il aura des matchs où il va passer à côté. Non, ce n'est pas une superstar, mais c'est l'un des seuls joueurs de l'effectif qui est capable de créer son shoot à lui-même. Tu vois, il peut créer son shoot, il a cette capacité à ne pas forcément dépendre d'un système pour scorer.
Membard, par exemple, il peut avoir des moments en isolation, il va tenter 2-3 dribbles, step back, et il va faire son shoot. Ben, hier soir, il n'a pas été bon, Membard. On en parlait avant le podcast, là, qu'on enregistre. Membard, il a un pourcentage exceptionnel en playoff. Hier soir, il est passé au travers. Ça n'arrive pas souvent. Et qui est à droite tout le temps. Même Kevin Durant, c'est pas le cas, frère. Oui, C'est- c'est sûr. Là, je regarde un peu l'effectif des Pacers. Et en vrai, je comprends pourquoi Tyrese Haliburton, il fait l'ancien des fois. Frère, dans le banc, t'as James Johnson et t'as Thomas Bryant. Normal, tu fais l'ancien. Mais tu sais Bah que, oui. Damas, tu sais que Thomas Bryant, quand il rentre sur le terrain, moi, je suis client. Il me régale. Pourquoi? Parce que, il met un 2 points et on dirait il a fait une série de 4-3 points de suite. T'as vu comment il. Non, mais moi, c'est un bon parce qu'il met de l'énergie, mais il me régale. Ouais. Bon, on l'a pris. Mais tu vois. En vrai, il est pas Vas-y, dégueu. termine. En fait, il est pas nul. Hein. En vrai, il est pas nul quand il rentre. Mais clairement, tu sens qu'il est limité. Mais il me tue. Mais en fait, tu sens qu'il est là pour canaliser les mecs. Tu sens qu'en fait, c'est un leader vocal, en fait. Comme les Draymond Green, mais Draymond Green joue. Mais quand maintenant il y a une situation où il faut chauffer les mecs, on peut compter sur James Johnson pour avoir ça. C'est ce qui a manqué du côté de tes Cavs, hein, Mister Quentin, là. Bah ouais, mais ça on l'a dit, tu vois. Ça, on l'a dit, je l'ai dit. Tout le monde l'a dit, ça. Tout le monde en est conscient qu'il y a personne pour porter ses couilles là-bas. Allez, si. Il y a Tristan Thompson, mais lui, il va donner des conseils pour qu'ils trompent leur femme, tu vois, c'est tout. Ouais. Ouh. Bon, moi, j'ai plus rien à dire. Je pense qu'on a. Il y a un truc que je vois là. Tony Bradley, il a pas existé dans la série contre les Bucks. Je suis pas sûr qu'il ait existé dans la série contre les Cavs. C'est Thomas Bryant qui est blessé à la main. Ah, il s'est blessé, Thomas Bryant? Ouais, il s'est tenu la poignée, tout, Ok, c'était d'accord. assez sérieux, game 2. Donc, Bryant Ok. est rentré pour faire souffler Turner, sans compter qu'il faut du rebond, en fait. Mais en plus, Après les ce Tony Bradley, je vous rappelle que c'est le Tony Bradley du Jazz. C'est ça. Genre, quand je vous rappelle qu'il était quand même intéressant sur sa deuxième ou saison, je crois, au Jazz. Il avait un petit truc intéressant. Bon, je sais pas, il est devenu quoi depuis? Mais en fait, il a de la main. Troisième Hein. saison, parce que deuxième saison, Oui, il oui. avait 3 matchs. Donc je pense que tu dois parler de sa troisième saison, de Oui, c'est la 2019-2020. troisième. Ça doit être sa troisième saison, sa deuxième ou sa troisième, c'est un truc du genre. Mm. Mais Bon. il a pas l'air dégueulasse, mais bon. Non, il l'est pas. Il a de la main en plus. Hein. Tu vois que. Ben, tu vois que le mec, bon, il a de la texture. Il a fait. Regarde, il a fait une moyenne de points. Il a fait du 7 points par match la saison 20-21, par exemple. Il a fait Philly. Il était à OKC aussi. Du 7 points par match, ça reste quand même intéressant. Surtout quand tu fais 16 minutes de moyenne. Totalement. Les chiffres sont vraiment intéressants quand tu regardes cette donnée-là. Donc, automatiquement, tu peux considérer que tu as ta place dans la ligue en sortant du banc. Mais là, c'est le moment de se montrer s'il veut un plus gros contrat, par exemple, l'année prochaine. C'est le moment. Tiens, par contre, en parlant de sortie de banc, j'ai regardé un truc là sur les Pacers, sur la série. Il n'y a qu'un seul mec en sortie de banc qui a rentré au moins 1-3 points chez les Pacers. C'est Shepard. C'est qui? C'est c'est Ben Shepard, Shepard. Ben Shepard, il a mis Ouais, 3 points en sortie de banc. Sinon, ça. tous les autres gars en sortie de banc chez les Pacers, c'est 0%, ils ont raté tous leurs tirs. Ben, c'est Mathurin qui est en première ligne, qui est vraiment décevant sur la série de toute manière. Mathurin fait beaucoup de fautes, il fait des fautes offensives, il n'est pas concentré, alors qu'il peut être un très bon scoreur. Il avait raté les playoffs l'an dernier. Là, cette année, sur cette finale de conférence, il n'est pas bon. Reggie Miller a dit, c'est le pire joueur sur le terrain. Il y a moyen, quoi, parce que quand tu vois... Moi, je pense que psychologiquement, il est toujours un peu énervé avec ce qui s'est passé avec DeAndre Hunter, là, où ils sont tapés, les deux, là. Ben ouais, Mathurin. Ouais, Mathurin, il est capable de largement mieux faire, et il doit mieux faire. Après, le problème de Mathurin, tu vois, c'était pas lui qui avait mis un coup de pression à une arbitre, là, cette année? Ah, il est nerveux, hein, notre frérot Ouais. canadien haïtien, là. Mais c'est genre, cool. je crois qu'il lui avait mis une technique ou une connerie comme ça, puis le gars, il s'était approché d'elle. Genre, il commençait à vouloir la mêler, tu vois. Frérot, c'est une arbitre, il fait 1m60. Déjà, tu vas pas mêler un arbitre. Mais tu vas prendre 20 matchs, après on va couper ton contrat de 500 000 euros, tu vas pleurer. Mais tu vois, c'est ça qui est dommage avec lui, c'est un gars talentueux, mais il a l'air... excusez-moi de l'expression, mais il a l'air un peu fini à la piste, quoi.
Oula. Je la connais même pas, cette expression. Ah, tu connais pas l'expression? Non, mais ça se voit qu'il est un petit nerveux. Ça se voit que c'est un petit nerveux déjà. Ouais, tu sens que. Mais il est un peu à l'image du joueur qu'il est. Quelqu'un qui peut. En fait, quelqu'un qui est. En fait, tu sais pas sur quel. Sur quel. Sur quel pied Sur danser? quel pied danser, en fait. T'es le mec qui peut te mettre là 30 points et le lendemain te faire un match dégueulasse. Tu vois, c'est un mec un peu imprévisible. Ah, Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Il avait très bien performé contre les Cavs, par contre, quand il était un petit peu sérieux. Il a de très très bons pourcentages sur les yeux. De toute manière, on a tous été bons face aux Cavs. Facile, un Mais, peu. ouais, vas-y, c'est des bolos. Mais là, contre les Knicks, il est temps maintenant de pouvoir faire front notamment à Max McBride, qui fait une meilleure série que lui quand il sort du banc sur le poste 2. Plus intéressant, que ce soit en défense ou en attaque. Donc, Béné, réveille-toi. Ouais, ça va, Rafik, t'inquiète. Non, mais je pense à plein de trucs contre les Cavs. Ouais, Vas-y. j'ai repensé à quand Max Truss, il a dit les mecs, si vous avez peur les mecs, si vous avez peur de perdre, ça sert à rien de venir au match. Il a fait 0 sur 9. Ah, c'est le match décisif en plus. Quel connard lui aussi. Ah ouais. Quentin, ça, tu la mets en story, ça, hein, la session. Là. T'es bien rapide qu'il est essoufflé, wesh. Tiens, Les vas-y. Cavs, c'est des ouf. J'ai enregistré, allez. Les Cavs, ils ont vraiment cru que la saison régulière, les playoffs, c'était comme la saison régulière. Ils ont cru qu'ils pouvaient dérouler comme en saison régulière. Ils ont pris Genre, 1-4, c'est bolos. Mitchell, il jouait genre en mode, il y a moins 10, il était en mode de sa tête, non, tranquille, on va revenir. Ouais, mais vraiment, je pense, hein. C'est intéressant, là, ce que tu viens de dire, peut-être. Là. Moi, je pense surtout, il se disait, bon, allez, il y en a peut-être un qui va se bouger le cul pour m'aider, et puis t'as Guerland, il est en train de lancer des lives sur Twitch. Aussi, il aime bien quand tout se joue sur lui aussi. Il aime bien être dans cette position. Non, mais il aime bien, ça c'est sûr. Qui ça? De qui parler? Donovan Mitchell, il aime bien quand genre c'est lui qui doit prendre tous les shoots. Hein. Il aime beaucoup. Hein. Ouais, bon, après, quand les mecs à côté mettent pas un shoot. Non, mais c'est très simple. Ah, c'est mais en même temps, quand tu prends tous les shoots, au bout d'un moment, tu déconnectes les mecs qui sont à côté de toi. En fait, je vois aussi ce que tu veux dire en mode, toi, ta posture, c'est il les prend parce qu'à côté, ils les mettent pas. Mais aussi, on peut dire. Je suis dans un entre-deux, on va dire, tu vois. Aussi, je pense que c'est aussi un mélange des deux. Mais aussi, il ne me permet pas aussi aux autres de se connecter au match aussi en prenant pas mal de shoot. Parce que, tu vois, il va prendre 17-20 shoots dans le match, mais c'est aussi parce qu'il va 20 fois au lancer franc. Donc, en fait, tu as 17-20 shoots à ajouter avec 10-15 tentatives de shoot, mais qui ne sont pas dans la fiche de stats parce que c'est dans les lancers francs. Au final, il en prend 40-50 par match. C'est ce qu'on disait la semaine dernière avec Damaso Mapenda, tu vois. Les Cavs, en plus, ça fait un peu écho à ce qu'on pouvait dire là sur la série Knicks Pacers, en parlant de stéréotypes, de jeux stéréotypés. C'est ça qu'on n'a pas la semaine dernière, tu vois. Les Cavs étaient revenus dans cet esprit sous Bickerstaff, où c'était Donovan Mitchell qui score, le reste, c'est bon, démerdez-vous. C'est ça. Tu vois, donc ils sont revenus un an en arrière, et puis pas forcément... Ouais. Non, totalement. Et après, tu as aussi des joueurs, franchement, c'est la honte comment ils se présentent en playoff. Je suis désolé, Jarrett Allen. Ah oui. Franchement, c'est quoi? C'est juste Rudy Gobert avec un peu plus de main, c'est tout, quoi. C'est Rudy Gobert avec des cheveux. Voilà. Je suis désolé, c'est Jarrett Allen. Non, il a un peu plus de main. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit c'est Rudy Gobert avec un peu plus de main. C'est ce que j'ai dit. Enfin, un peu plus, quand même, bien plus de main. Mais le niveau, on part d'un niveau quand même très bas. Donc, voilà. Max Truss, en vrai, à part son dernier match, il fait quand même une bonne série. En vrai, Max Truss, c'est pas un mec à 20 points de moyenne. On va pas attendre de Max Truss de mettre 20 points de moyenne. De base, c'est un mec qui est là juste pour mettre des 3 points. À part que les hits, tu vois. Là où t'attendais 20 points de moyenne parce que tu savais qu'il n'y avait pas beaucoup d'options scoring. Oui, mais on l'attend pas à ce qu'il mette 20 points de moyenne. Oui, non, c'est sûr.
toute façon, il y a beaucoup de déceptions, tu vois. Bah, Allen, on en a parlé surtout sur la demi-finale. Et Surtout, là, moi, c'est surtout le mec, là, le sorti de banc, là, taille je sais pas quoi, là. Lui, il fait trop le Jérôme, mec pour rien, ouais. lui. Et Jérôme. Ouais. Lui, il faisait On trop est- le mec pour rien en saison régulière. Merci. Oh là là, comment j'ai aimé le voir souffrir en playoff, ce bolos là. Mais de ouf. Ouais, le petit chouchou qui sort du banc, qui passe. régulière, ça comme. Mais en fait, il shoot. Dès qu'il rentre, il shoot. C'est un baiser, lui. C'est un ouf. Il a fait un 1 sur 14 en playoff, gros. En demi-finale. Mais c'était ouf. En fait, ces bolos, ils ont cru, ouais, parce qu'ils ont tapé le hit plus 40, que Bluff. Vas-y, frère. Vas-y, Quentin. Tu vois qui pour le Game 4 Pacers Knicks? Ouais, ouf. Je veux dire Pacers. Je veux dire Pacers. Ah, ok, Quentin, ça marche. Ok. Ouais, ça me calme. Il a parlé comme ça. T'as Jérôme, wesh. Ah, mais lui, et tu vois, t'as Jérôme, tu sais à qui m'a fait penser? Il m'a fait penser à Cameron Payne aux Suns. Tu sais, quand il s'était mis à trash talk LeBron un coup, où LeBron il a dit Poto, il y a 6 mois, t'étais au chômage, reste humble. Bah, t'as Jérôme, gros, ça m'a fait penser à ça. C'est quoi, Phoenix Takers, ça, premier tour? Non, c'était en régulière où t'as. Ah, en régulière. Ouais, t'avais Cameron Payne, du coup, il commençait à trash talk, à parler, machin. LeBron, il a dit t'étais au chômage. Vas-y, Cameron Payne, dans sa tête, il est. Lui, dans sa tête, il est encore en high school. Il attend encore les pom-pom girls et tout. Non, mais lui, vas-y. Non, mais tu vois, c'est pour ça. T'es Jérôme, ça m'a fait. T'es Jérôme, ça m'a fait penser à ça, tu vois, sur le deuxième tour. Parce que le gars, il y a encore même pas un an, le gars, c'était un bout de banc. Puis, tu sais, d'un coup, bam, le gars, il a explosé. C'est bon, t'es dans la course au 6ème de l'année, tout ça. Et tu vois, là, les playoffs, ça l'a fait redescendre. Ça, c'est parce que, en fait, ces joueurs-là, c'est parce qu'en fait, ils ont performé en régulière parce que t'as Atkinson qui a fait du très bon travail et qui a lancé une machine, en fait, en saison régulière. Et donc, en fait, ce sont des joueurs, évidemment, et je minimise pas leur performance, mais c'est des joueurs qui ont minimisé sur une machine bien huilée en playoff, mais en saison régulière, mais en playoff, c'est toute une autre histoire. Et clairement, ils ont perdu tous leurs repères, ce genre de joueurs. Ouais, d'accord. De toute manière, quand on fera les bilans de la saison, on aura le temps de. Ah, mais moi, je vais me moquer des Cavs encore 3 mois. Ah ouais, Non. Je te dis, Quentin. Moi, et ça, c'est ta faute. Moi, ça me fume. Vous deux, je vous vois trop avec un agenda. Genre, vous notez. Genre, ah ouais, tiens, le 26, on va tailler les Cavs, tu vois. Je vous vois trop comme ça. Moi, si tu veux, je taille les Cavs tous les jours. Ah ouais, il y a pas besoin mais on t'avait prévenu, on t'avait dit depuis. Oh là 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 là. C'est bon. Oh allez, vas-y, on te laisse. Tu veux terminer, Quentin? J'espère que tes Pacers, si vont se faire remonter et perdre 4-2, voilà. Ok, c'est ton droit de penser, hein, écoute. Ça n'arrivera malheureusement pas. Normalement. Ouais, normalement. Pour moi, ça va être 3-1 Pacers. Je pense qu'ils vont faire un match plus sérieux. Et je pense qu'ils vont même finir derrière au Madison Garden. Ah, pour finir au 5e match? Ouais. Parce que les Pacers, aussi, je trouve que c'est une équipe qui a un peu la faculté à bien jouer à l'extérieur. Vraiment, c'est une équipe qui aime bien l'extérieur. Hein. Tu as des équipes comme ça qui aiment bien jouer à l'extérieur. Les deux équipes de la série, de toute façon, les Knicks, les Pacers. Ce que Damas avait dit, c'est les deux meilleures équipes à l'extérieur sur ces playoffs. C'est les deux meilleurs, absolument. C'est les deux meilleurs, absolument. Et c'est vrai que pour Détroit, New York prend la majorité des victoires à Détroit. Ouais, bien sûr. Après à domicile. 3 ils ont pris 3 victoires à Détroit. Ouais, et une à domicile. 3. Ouais. Exactement. Ça reste une performance. Après, c'est que Détroit. Tu vois, ils viennent de revenir en playoff, c'est une évidence. Mais pour les Knicks, c'est clairement gratifiant pour eux. Le plus gratifiant, c'était quand même contre les Celtics. T'arrives. Oui, surtout vu le scénario. Ouais. T'arrives, t'es de près, match à l'extérieur, contre les champions en titre. Ça va être la galère. T'es mené de 20 points. 0-2. T'es mené de 20 points, tu t'en fous. Tu remontes parce qu'en face, c'est des bolos. Oui. Donc ouais. Ça peut être intéressant. En vrai, tu vois, j'ai envie de dire Pacers, moi, pour le prochain match, mais
Tu vois, on t'a énervé. on revient. T'as dit quoi? Mais on t'a énervé. Non, même pas. Enfin, si, mais ça ne change pas mon jugement. Moi, je pense que les Pacers vont gagner, mais on revient. Tu me dis à 2-2 parce que les Knicks ils ont encore frappé parce qu'ils étaient menés de 20 points. Je suis pas étonné non plus parce que les Knicks, on en a parlé. T'as cette mentalité, mais je pense que les Pacers ont de quoi largement l'emporter. En fait, et le pire, c'est que ça se voit qu'ils en sont conscients. Parce qu'ils sont même pressés en plus. Ça, on en a déjà parlé, vas-y. Non, mais c'est vrai, hein. Peut-être que si les Pacers ne prennent pas ce match parce qu'ils sont pressés, en fait. Ouais. Et en fait, en playoff, tu es obligé de prendre les choses une à une. Tu peux pas te déconnecter du moment présent. Absolument. Tu te déconnectes du moment présent, tu te fais mêler. Il n'y a pas de « Ah, je me vois en finale NBA », alors, en sachant que tu es meilleur. Ça marche pas. Ça peut pas marcher. Et ça s'est clairement vu. Oui, peut-être que quand il y a plus 1, c'est Indiana, il est peut-être pressé de passer au Game 4, quoi. Oui, bien sûr. Ça s'est vu. Hmm. Quentin, d'autres points? Rien. Eh ben, c'est parfait. Ouais, bon. Merci à tous et à toutes pour cette écoute. Merci à Damas et Rafik pour leurs analyses pointilleuses. Et on va vous dire à la semaine prochaine. Hein. Un petit mot de la fin, messieurs? Ouais, moi, j'aimerais bien dire un mot de la fin, parce que ça fait un moment que je suis pas venu en podcast et j'ai une révélation récemment. Oh, laquelle? Sur la connerie. En fait, non, c'est une révélation très sérieuse. je rigole parce que vous me faites rire, mais c'est une révélation très sérieuse. En fait, le meilleur joueur des Bucks sur les 5-6 dernières années, c'était Chris Middleton, en fait, le numéro 1. Non, mais là, je rigole uniquement parce que vous rigolez. Non, mais tu sais pourquoi? Par contre, je peux débattre sérieusement, tu vois. Genre, je peux débattre très sérieusement sur pourquoi Middleton était en fait le numéro 1 des Bucks. Mais tu sais pourquoi? Mais Rafik, sérieux, si franchement on peut se mettre en team, on peut faire les bilans des numéros 2 des grosses équipes de la ligue. Ouais. Et en fait, Chris Middleton, il n'a pas l'envergure de Giannis, ça n'a pas de souci. Oui. Là n'est pas le sujet. Mais en fait, Chris Middleton, si tu remarques bien, dans les défaites des Bucks en playoff, il est très fort. Il a les Celtics en 2018, je crois, au premier tour. Ça passe pas loin. Mais Middleton, il est d'une... Mais c'est même contre les Pacers en 2024. Depuis cette série-là, les Seas ont toujours eu peur de Middleton. Je te parle dans la commu des Seas font toujours des cauchemars de cette série de Middleton. Ah non, moi je l'ai pas oublié, frérot. Il ratait rien. Il ratait rien. Mais en plus, au-delà de rater, en fait, il faut bien comprendre dans le monde du shoot. Il y a le shoot qui rentre. Mais regardez la qualité de la trajectoire. Middleton, ça fait bon. C'est pas bluffeux. On dirait que le filet, il bouge pas. C'est trop. Non, mais la trajectoire. Et Nesmith, on a oublié d'en parler, parce que c'est pas le sujet forcément. C'est son petit, tu vois. Ouais. Ils viennent de Charleston tous les deux en Californie. La qualité de son shoot à Nesmith. Totalement, c'est totalement. Et une série, quand les Seas, une série à plus de 60% au shoot, c'était Smart qui défendait sur lui, hein, c'était pas n'importe qui. En plus. C'est pas n'importe qui défendait sur lui. Elle est d'art ta révélation en tout cas. La révélation, ça fait 6 ans qu'il l'a eu. Ah ouais, de ouf. Mais en vrai, non, je souhaite juste que Middleton quitte les Wizards le plus vite possible l'été prochain. Franchement, totalement. Parce qu'en vrai, je pense qu'il a quand même encore un peu de. Je pense qu'il peut encore apporter dans une équipe qui prétend à jouer. Ouais. 20 minutes. Il sort 20 minutes, 25. Bien sûr. Bah, les Pacers, par exemple, les Pacers, c'est très intéressant qu'on le prenne. Bien sûr, mais Middleton, en 20 minutes, il peut te tabasser ta race. Hein. On va me dire qu'il peut te faire 27-7 en 20 minutes. Hein. Ils sont bas les steaks après. De toute façon, là, Middleton, tu regardes les 30 équipes de la ligue. Mais qu'il a eu aux Pacers.
Non, mais, ce que je voulais dire, Ouvre les portes. tu vois, bon, avec l'état physique, machin, le rôle de titulaire, c'est un peu compliqué. Mais tu vois, toutes les équipes qui Ouais, veulent ça jouer devient les dur. playoffs, Ça devient dur, ouais. mais dans toutes les équipes qui veulent jouer les playoffs, tu dis pas non, en fait. Non? Tout le monde dit oui. Personne dit non. Personne dit non. Personne. Moi, j'ai pas oublié ces playoffs 24. Hein. Maintenant, toutes les séries que les Bucks ont perdues. Non, vraiment, si on peut faire ce bilan-là des seconds mecs de la ligue. Enfin bref. À voir, Merci à voir. Quentin. À voir. Bon, sur ces très belles paroles de Rafik, on vous souhaite une bonne semaine. On vous dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas que la vie est une fête et que je suis Vladimir en mieux. Voilà. Oh, oh. Bisous, bisous. Bisous, bisous.